Alors, j'aimerais juste faire un direct sur la situation que connaît notre monde, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où il y a de grands bouleversements géopolitiques qui se déroulent devant nous. Pendant ce temps, le peuple noir s'amuse, joue, ou alors se contente de son rôle de spectateur, comme si nous participions à un tournoi de football ou à un grand match qui se déroulerait entre Bayern de Munich et Barcelone, ou bien le Real Madrid contre Barcelone. Et donc, nous, en tant que spectateurs, on est là, on essaie d'acclamer l'une ou l'autre des équipes, et nous pensons que une fois que cette équipe aura gagné, eh bien, on aura les dividendes de cette victoire, sans avoir participé au match, sans faire partie de l'équipe gagnante. Eh bien, nous pensons qu'une fois que l'une des équipes que nous aurons encouragées très vivement durant les 90 minutes aura remporté le match, eh bien, nous aurons à bénéficier des dividendes de cette victoire. Ce qui en réalité est une erreur d'appréciation majeure, grave de la situation qui est celle du monde dans lequel nous vivons. La réalité, c'est que quand vous êtes spectateur d'un match, eh bien, vous avez du plaisir parce que votre équipe, l'équipe que vous supportez est en train de gagner. Une fois que cette équipe gagne, qu'est-ce qui se passe? Elle a le trophée, elle a la coupe, par exemple, et puis elle fait la tournée des spectateurs pour leur dire merci. Hein, si cette équipe est reconnaissante, eh bien, elle fait la tournée pour dire merci, saluer le public qui l'a acclamé, qui l'a soutenu durant le match. Et après avoir fait la tournée, eh bien, l'équipe, les 11 joueurs, rentrent au vestiaire, célèbrent la victoire, sabrent le champagne, et puis font la fête, et c'est eux qui emportent la coupe, qui empochent l'argent et les dividendes du match. Et puis, ce qui reste pour les téléspectateurs et les spectateurs, c'est le souvenir d'avoir vécu un match extraordinaire, d'avoir vu de belles actions, sauf que ces actions-là ont procuré du plaisir au moment où leur équipe gagnait, et puis une fois que c'est fini, c'est fini. Donc, ces téléspectateurs ou bien ces spectateurs du match peuvent continuer à dire « nous avons gagné, nous avons joué, nous avons bien joué, nous avons gagné », sauf que dans la réalité, ces téléspectateurs ou spectateurs n'ont rien. Il ne leur reste que des souvenirs, des moments d'applaudissements nourris. Et en réalité, il ne se passe rien. Il ne leur restera que des souvenirs qu'ils garderont. Donc, voilà, au cours d'un match de football, comment les choses se passent. Donc, si nous continuons, nous, dans cette position de spectateurs du match qui se déroule aujourd'hui entre les États-Unis d'Amérique avec leurs alliés, notamment les Européens et quelques puissances de l'Asie du Sud-Est, la Nouvelle-Zélande et quelques autres pays, le Japon également, eh bien, il y a un match qui se déroule entre les États-Unis et ses alliés et de l'autre côté, la Chine avec la Russie comme son allié militaire de premier plan, qui aujourd'hui se trouve dans une situation conflictuelle avec les États-Unis en Ukraine, parce qu'en réalité, la guerre en Ukraine, c'est une guerre qui oppose la Russie aux États-Unis d'Amérique, via le proxy qui s'appelle l'Ukraine. Eh bien, ce conflit qui se déroule en Ukraine est en train d'apporter un grand bouleversement sur la scène internationale aujourd'hui, parce que normalement, ce sont les États-Unis et ses alliés seuls qui ont le droit de faire la guerre. Voilà, parce que les États-Unis ont décidé que c'est eux le gendarme du monde. Ils n'acceptent pas que deux pays aillent en guerre sans leurs autorisations, et puis que s'il doit y avoir une guerre quelque part, une guerre de puissance, eh bien, cette guerre-là devrait avoir leur autorisation. Bon, la réalité, c'est que Poutine a essayé plusieurs fois de négocier avec les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis n'en ont que de la position de la Russie étant confrontée
à l'hypocrisie et au foutage de gueule des États-Unis, a fini par prendre ses responsabilités en Ukraine. Donc, les États-Unis se sont dit là qu'il y a eu un piège dans lequel la Russie est tombée. Et donc, ils vont essayer d'affaiblir suffisamment la Russie en armant l'Ukraine, en soutenant l'Ukraine jusqu'au bout contre la Russie, de sorte à ce que l'un des alliés, en tout cas l'allié de premier plan de la Chine, qu'est la Russie, puisse s'affaiblir. Comme ça, ben, la Chine sera encore plus isolée. Donc, c'est ça le calcul qu'il y a derrière le soutien que les États-Unis et ses amis apportent à l'Ukraine. Donc, il y a, disons, ce premier conflit, et puis ce qui s'est passé il y a 3 ou 4 jours à Taïwan, où les États-Unis ont poursuivi leur attitude d'hostilité à l'égard de la Chine en allant soutenir le gouvernement taïwanais avec la visite de Nancy Pelosi. Eh bien, il y a là également un jeu très important qui se joue parce que la Chine, voulant récupérer Taïwan depuis plusieurs années, se trouve également dans une situation conflictuelle avec les États-Unis, où les États-Unis voulaient absolument contrecarrer la grandeur chinoise sans cesse affirmée sur la scène internationale. Et donc, il fallait absolument garder Taïwan sous contrôle, s'installer à Taïwan, installer des bases, des missiles et maintenir en tout cas une présence américaine à Taïwan, de sorte que la Chine puisse être surveillée et que les États-Unis soient présents aux portes de la Chine. La Chine est une puissance mondiale de premier plan. Elle a anticipé tout ça. Elle savait que les États-Unis allaient agir comme ça parce que les États-Unis, dans leur ADN, est inscrit la guerre comme norme de conduite, de commandement du monde. Eh bien, la Chine s'est préparée pendant longtemps, depuis plusieurs années déjà, à cette conflictualité que développent les États-Unis. Donc, nous, aujourd'hui, en tant qu'Africains, nous assistons à tout ça et nous avons un problème majeur. Le problème majeur que nous avons, c'est que nous avons des gouvernements qui ne nous représentent pas. Nous avons des gouvernants qui ne représentent pas le peuple et qui ne représentent pas les intérêts du peuple africain. Donc, nous avons un problème. Parce que si nous avions des gouvernements dignes de ce nom, qui pourraient avoir une lecture claire de la situation, en voyant qu'aujourd'hui, nous assistons à la fin du règne sans partage des États-Unis d'Amérique sur le monde, parce que la démographie américaine, la démographie occidentale a chuté, a commencé à chuter depuis plusieurs années. L'Asie, nous savions très bien que la Chine, première puissance démographique sur la scène mondiale, 1,4 milliard d'habitants. L'Inde, 1,3 milliard, deuxième puissance démographique. Eh bien, nous savions très bien que depuis 20 ans que la Chine, ayant installé un ordre intérieur rigoureux, ayant travaillé, ayant renvoyé, contrairement à l'Inde, après une guerre menée contre la domination étrangère incarnée par les élites locales, la Chine avait mis de l'ordre dans ses affaires internes. La Chine avait toutes les chances, durant les 20 dernières années, de connaître une ascension fulgurante, contrairement à l'Inde, qui est encore sous l'influence de la Grande-Bretagne et qui continue de jouer un double jeu en voulant faire alliance avec les Occidentaux contre la Chine. Eh bien, l'Inde traîne un peu plus les pas que la Chine, ce qui fait que la Chine a pu en toute autonomie, en toute responsabilité, progresser énormément, contrairement à l'Inde. Donc, nous savions que les États-Unis allaient s'opposer à cette grandeur sans cesse influente de la Chine, et bien que les États-Unis allaient chercher tous les moyens pour s'y opposer. D'où le développement, le progrès de l'OTAN, d'où les alliances militaires conclues ici ou là, d'où le soutien apporté aux pays, à quelques pays de l'Asie du Sud-Est, d'où la présence à Taïwan, d'où le renforcement des liens avec le Japon, d'où le renforcement des liens avec l'Inde, d'où le renforcement des liens avec la Nouvelle-Zélande, les Philippines et tout ça. Donc les États-Unis, en développant tous ces accords militaires avec l'ensemble de ces pays-là, a pour vision de contrecarrer la puissance
sans cesse affirmée de la Chine sur la scène internationale. Parce que c'est là le grand danger. Et donc, nous assistons là à un basculement du monde. Parce que la Chine, elle est très intelligente, elle a des dirigeants intelligents et elle a un peuple qui suit les dirigeants. C'est-à-dire que la conflictualité qu'on peut connaître dans les démocraties occidentales est totalement absente en Chine parce que les Chinois ont compris que pendant longtemps, les Occidentaux ont joué sur la division du peuple chinois pour pouvoir dominer la Chine. Donc, les Chinois ont fait une sorte d'alliance avec le gouvernement qui leur apporte un bien-être contre une sorte d'obéissance parce que les Chinois ont gardé en mémoire leur histoire douloureuse sous la domination étrangère. Donc, nous assistons là à un basculement. La Chine est en train de faire basculer complètement le monde pour arracher la première place aux États-Unis. D'où toutes ces gesticulations des États-Unis, parce que les États-Unis n'acceptent pas que la Chine lui dame le pion. Voilà, et ça, Mao l'avait prévu depuis les années 50, puisque Mao disait que, étant enfant des Occidentaux, mais que les Occidentaux ont une vieille habitude consistant à manger leurs propres enfants. Donc, la Chine savait qu'à partir du moment où elle va grandir, plus elle va grandir, plus elle va susciter la colère des États-Unis. Donc, les Chinois avaient prévu ça depuis les années 1950. Donc, ce qui se passe là, les Chinois l'avaient prévu depuis. Donc, maintenant, l'Afrique est au cœur, disons, de ces grands changements géopolitiques en cours. Pourquoi? Parce que l'Afrique dispose des matières premières formidables. Parce que pour qu'une puissance s'affirme et reste à sa place, il faut que cette puissance-là ait accès aux ressources énergétiques, aux ressources minéralières et minières. Donc, ces trois ressources-là sont encore en Afrique de manière abondante. Et l'Afrique étant mise dans une position de faiblesse institutionnelle, de faiblesse économique, depuis des millénaires, se trouve confrontée, disons, à ces bouleversements géopolitiques en cours, avec une faiblesse énorme. Avec une faiblesse énorme. Voilà pourquoi nous assistons depuis quelques semaines, quelques mois, à tout ce ballet diplomatique dans les pays africains, parce que tout le monde a envie, disons, de posséder la terre africaine, parce que c'est là que se trouve l'avenir de l'humanité. Et comme les Occidentaux eux-mêmes ont l'habitude de le dire depuis 20 ans, le futur du monde se trouve en Afrique. Pas parce que les Africains vont dominer le monde, mais parce que les États qui s'affirment sur la scène internationale vont rejouer la compétition coloniale en Afrique. C'est ça que ça veut dire, l'idée que l'avenir du monde se joue en Afrique. Donc, évidemment, l'Afrique est aujourd'hui au cœur d'un ballet diplomatique énorme, intense. En l'espace d'un mois, nous avons vu le président français débarquer en Afrique, nous avons vu le ministre des Affaires étrangères russe, nous avons vu des Turcs, nous voyons aujourd'hui même les États-Unis d'Amérique, nous voyons les représentants européens sur le terrain africain, etc., etc. Et les dirigeants chinois n'y manquent pas non plus. Donc, l'Afrique se trouve au cœur de ces grands bouleversements géopolitiques. Mais comme je le disais, l'Afrique se trouve dans une situation de faiblesse énorme. Nous n'avons pas les institutions capables de pouvoir analyser clairement la situation et tirer les conclusions nécessaires de cette situation et se positionner de sorte à ce que nous puissions jouer notre partition dans ces grands bouleversements qui sont en cours devant nous. Parce que nous n'avons pas des dirigeants capables de pouvoir incarner véritablement les aspirations et les intérêts du peuple. Ça, c'est le premier élément. Donc, les Africains doivent dissocier leurs intérêts en tant que peuple des intérêts des régimes en place, des gouvernements en place. Parce que ces gouvernements jouent la montre, se laissent courtiser par soit le cas occidental, soit le cas chinois, soit encore la troisième voie qui serait la Russie. Et donc, dans tout ça, le peuple africain est perdant dans cette situation. Parce que, je dis encore une fois, que nous n'avons pas les dirigeants qui incarnent nos aspirations
qui incarnent les intérêts du peuple. Les dirigeants que nous avons sont des pions, sont des marionnettes et ne pensent qu'à leur trône dit présidentiel, à leur fauteuil présidentiel. Ces gens n'ont pas d'ambition pour nos pays, pour nos peuples. Ces gens n'ont pas de capacité ni de volonté réelle d'analyser la situation de sorte à avoir une feuille de route africaine qui permette au continent africain de tirer ses marrons du feu des grands bouleversements en cours aujourd'hui. D'où la nécessité pour les Africains de comprendre la situation et de se désolidariser des dirigeants africains. Il ne faut pas penser que ces dirigeants-là vont jouer aux intérêts des Africains dans la situation qui se déroule aujourd'hui devant nos yeux. Donc ça, j'aimerais beaucoup insister là-dessus parce que je vois ici ou là des Africains en train de se dire que c'est super ce qui se passe, que bon, nous, peuple africain, nous n'avons aucun rôle à jouer, à part acclamer l'une ou l'autre des équipes en compétition, c'est-à-dire le camp occidental et le camp asiatique, incarné par la Chine, avec son allié russe. Donc, nous nous positionnons en tant que spectateurs pour acclamer l'un des camps, croyant que plus nous allons acclamer l'un des camps, et puis une fois que ce camp va remporter la victoire, nous bénéficierons des dividendes de cette victoire. Nous nous trompons, parce que la politique internationale ne se déroule pas de cette façon-là. C'est pas parce que nous allons rester dans notre position de spectateurs que lorsque un des camps aura remporté la victoire, que ce camp-là va venir nous récompenser de notre soutien. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. À chaque fois qu'il y a eu des guerres d'hégémonie sur la scène internationale, lorsque les puissances en compétition ne peuvent pas se neutraliser, une fois que la guerre est terminée, ou bien une fois que ces compétiteurs mettent fin aux hostilités, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent autour d'une table pour repartager le monde. C'est comme ça. Donc l'Afrique doit garder à l'esprit qu'il y a eu deux grandes guerres, soi-disant guerres mondiales. À la fin de la Première Guerre mondiale, les vainqueurs se sont repartagés le monde, tout simplement. Et il y a une Deuxième Guerre mondiale parce que ceux qui ont été défaits lors de la Première Guerre mondiale se sont réarmés, se sont préparés pour revenir. Et à la fin de cette deuxième hostilité globale, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les vainqueurs se sont repartagés le monde. Il ne s'agit pas de bâtir un nouvel ordre en tenant compte des aspirations des petits ou des peuples qui sont défaits sur la scène internationale. Donc, nous nous trompons. Si nous pensons que aussi bien la Russie que la Chine, lorsque ces deux pays auront remporté la victoire face au camp occidental, que la morale va dominer et que ces deux pays-là, la Russie et la Chine, vont devenir des sauveurs de l'Afrique, nous nous trompons totalement. C'est pas comme ça que ça se passe. Je dis bien que à chaque fois qu'il y a eu des guerres d'hégémonie, une fois que cette guerre d'hégémonie a pris fin, les vainqueurs se sont repartagés le monde. S'il y a eu vainqueur, s'il n'y a pas eu de victoire et que les deux forces, les deux camps ne peuvent pas se neutraliser, ne peuvent pas s'annihiler l'un l'autre, qu'est-ce qui se passe? Ces deux camps concluent une armistice et ils se mettent autour de la table pour repartager le monde. D'où la conférence de Berlin. Voilà, les puissances se sont mises autour d'une table pour se partager le gâteau africain. Donc, c'est ça qui risque d'arriver. Si les Africains restent là à applaudir la Russie et la Chine, pensant que ces deux puissances ne seraient pas des États ordinaires, ne seraient pas des États classiques avec des intérêts, et que ces deux puissances vont arriver pour changer complètement la façon de fonctionner des États, nous avons tort. Nous n'avons rien compris à la scène internationale. C'est ça la réalité. Donc, ce que nous devons faire en tant qu'Africains, en vue de prévoir le monde de demain, en vue de ne pas sortir encore vaincus des grands bouleversements qui sont en cours devant nous, ce que nous devons faire, c'est de changer de gouvernance en Afrique. C'est de faire en sorte que, définitivement, dès maintenant, nous puissions avoir des États capables d'incarner nos aspirations. Et donc, si nous voulons
que les grands bouleversements en cours nous profitent demain, nous devons absolument changer l'ordre intérieur en Afrique. C'est ça notre devoir. Notre devoir n'est pas de rester là, assis, en train d'acclamer l'une ou l'autre des puissances en compétition, mais c'est plutôt de nous organiser ici et maintenant en tant que peuple pour reprendre notre continent des mains des dictateurs, des petits rigolos qui sont en train de l'abîmer depuis plus de 60 ans maintenant, après la colonisation directe. Parce que ces gens incarnent le système colonial, ces gens continuent d'abîmer l'Afrique, et tant que ces gens seront au pouvoir, rien ne changera. Rien ne changera. Donc, nous sommes en train de filer du mauvais coton et nous sommes en train de faire un mauvais calcul en pensant que la Russie et la Chine vont changer complètement l'ordre du monde et qu'une fois que ces deux puissances vont gagner face au camp occidental, eh bien, bon, nous serons sauvés et que la Russie et la Chine ne vont pas fonctionner comme les puissances d'hier et que ces deux pays vont complètement changer toutes les règles de la géopolitique et vont baser les règles de la géopolitique sur l'humanisme, l'amitié, la pitié pour les peuples affaiblis, habitant des terres immensément riches, totalement désorganisées. Nous pensons que si ces deux pays-là prennent le leadership mondial totalement en main, que bon, l'ordre mondial sera fondé sur la pitié, sur l'amour, sur l'alliance avec les peuples affaiblis, mais immensément riches. Nous nous trompons. Ça veut dire que nous n'avons rien compris des deux grandes guerres précédentes et de toute l'histoire de l'humanité. Parce que à chaque fois que des puissances hégémoniques s'affrontent, s'il y a victoire, le victorieux emporte tout. On l'a vu avec la victoire de la France lors de la colonisation, quand la France et ses amis ont remporté la victoire sur l'Allemagne, toutes les colonies allemandes sont passées à la France et à l'Angleterre qui les ont partagées. Il y a le cas du Togo, du Cameroun. Voilà, les puissances victorieuses se sont partagées l'empire, les colonies allemandes et tous les soutiens de l'Allemagne, l'Italie. On leur a ravi leurs possessions pour se les partager. Voilà. Au cas où il n'y a pas de victoire, eh bien, les deux camps se mettent autour de la table pour repartager le monde et redistribuer les cartes. C'est comme ça que ça se passe. Donc, les Africains doivent bien l'intégrer. Il ne faut pas qu'on soit naïf à ce point de penser que la Chine et la Russie seraient des envoyés de Dieu sur terre pour sauver l'homme noir. Ça ne va pas se passer comme ça. Parce que l'Afrique regorge de ressources énormes que convoitent l'ensemble des pays qui veulent s'affirmer sur la scène internationale et rester dans la direction de commandement du monde. C'est ça la réalité. Donc, il faut bien comprendre ça. Hein? Il ne faut pas qu'on se trompe. Donc, notre devoir, c'est de faire en sorte que l'Afrique soit préparée pour affronter le monde qui va sortir des bouleversements géopolitiques qui sont en cours, de l'affrontement entre les États-Unis et la Chine, parce que probablement, en tout cas, avec la dissuasion nucléaire, l'ensemble de ces grandes puissances, il n'y aura pas de vainqueur, parce qu'il y a le risque de la disparition du monde. Eh bien, l'ensemble des puissances qui s'affrontent, la Russie, les États-Unis, la Chine et les puissances intermédiaires qui, à un moment donné ou à un autre, s'allient à l'un ou l'autre des grands conducteurs de ces deux camps, eh bien, ces pays-là ne peuvent pas se neutraliser. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un cessez-le-feu et l'ensemble de ces acteurs, vous allez voir, vont se mettre autour de la table pour rediscuter du sort du monde. Parce que ce qui se joue là, c'est l'appartenance à la direction du monde. C'est le commandement du monde qui se joue là. C'est-à-dire que la Chine et la Russie veulent jouer un rôle encore plus fort. C'est ça qui se joue. Il ne s'agit pas du sort des populations désorganisées qui espèrent qu'un pays va venir les sauver. Non, non, ce n'est pas ça l'enjeu. La Russie et la Chine ne sont pas en train de travailler pour le peuple noir. Non, non. La Russie et la Chine sont en train de travailler pour leur propre peuple, pour leurs propres intérêts. Donc, ces deux pays veulent jouer un rôle encore plus puissant dans la géopolitique mondiale. C'est ça qui se joue. Il faut qu'on comprenne la situation comme ça. Le sort des Africains se joue, oui, mais pas dans le sens
ou l'espèrent les Africains eux-mêmes. Voyez? Donc, il s'agit d'avoir les sources d'énergie, les sources des matières premières, les sources des matières minéralières, la terre, avoir des marchés. C'est ça qui se joue. Donc, c'est une guerre d'influence, c'est une guerre d'hégémonie. Donc, il faut que les Africains comprennent que leur sort se joue là, dans les grands bouleversements qui sont en cours aujourd'hui. Et donc, pour que nous ne puissions pas louper le train, nous avons besoin de mettre l'Afrique en ordre de bataille, de sorte à ce que l'Afrique puisse affronter les grands bouleversements en cours de manière positive. Mais pour le faire, nous avons besoin d'une gouvernance autre que les gouvernants actuels. C'est ça notre travail. Donc, notre travail ne consiste pas là à rester à applaudir la Chine ou la Russie, ou soi-disant se venger des Occidentaux, comme si, à un moment donné, la Russie et la Chine vont dire « super ». Bon, comme les Africains nous ont acclamés, nous ont applaudi, ils n'ont pas participé à la bataille, mais ils nous ont applaudi. Donc, nous allons leur être reconnaissants, nous allons venir en Afrique, construire l'Afrique pour les Africains, nous n'allons pas prendre leur matière première, nous allons venir développer l'Afrique pour les Africains, sans que les Africains eux-mêmes aient un agenda. Nous avons tort, parce que la Chine, elle est claire dans ses intentions. La Chine a formulé son positionnement sur la scène internationale de manière claire. La Chine a toujours dit que ce n'est pas à elle d'intervenir dans les affaires politiques des pays. Ce n'est pas son problème. La Chine dit, nous, on s'en fout. Et c'est l'une des positions géopolitiques les plus claires au monde. La Chine dit, nous ne voulons pas intervenir dans les affaires intérieures des pays. Si un pays a une dictature, ce n'est pas notre problème. Si un pays a des gouvernants corrompus, ce n'est pas notre problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir accéder aux matières premières et vendre nos produits. C'est ça que la Chine dit. Donc, les Africains ont tort de croire que quand la Chine sera encore plus forte en Afrique, eh bien, la situation changera. Nous nous trompons. C'est que nous comprenons très mal les choses. La Chine nous a parlé depuis qu'elle a fait son grand retour sur la scène internationale. La Chine dit, nous sommes contre toute intervention dans les affaires intérieures des pays. Ça veut dire que si un pays a un gouvernement corrompu, ce n'est pas notre problème. Nous n'allons pas changer les gouvernements à la place des peuples. Par contre, si les peuples se prennent en charge, nous allons constater que les peuples se prennent en charge. Bon, voilà. Puisque, je l'ai toujours expliqué, les Chinois ont fait un grand chemin, un long parcours douloureux pour arriver là où ils sont. Et les Chinois ne vont pas montrer le chemin qu'ils ont fait aux Africains pour que les Africains deviennent une puissance demain qui puisse concurrencer la Chine, qui puisse se mettre sur le chemin de la Chine, comme la Chine se met aujourd'hui sur le chemin des États-Unis d'Amérique. Les États fonctionnent sur le principe de l'ego. C'est comme ça. Donc, il faut que les Noirs comprennent la situation et ne soient pas dans une sorte d'euphorie, euphorisante, complètement débile, qui va nous amener à la désillusion la plus totale, la plus éhontée. Parce que les deux grandes puissances que sont la Chine et la Russie ne sont pas des pays dispensateurs du bien-être dans le monde. Ces pays-là défendent leurs intérêts et ils ne font pas toute la bataille qu'ils sont en train de mener pour venir demain construire l'Afrique pour les Africains. Voyez? Donc, ce qui est de notre responsabilité relève de notre responsabilité. Il ne faut pas qu'on renverse nos responsabilités sur les autres en espérant que quand la Chine et les États-Unis vont avoir un rôle plus prépondérant dans la gouvernance du monde, eh bien que l'Afrique va s'en sortir à bon compte sans que les Africains payent le prix de leur liberté et de leurs devoirs. Nous nous trompons totalement. Et nos situations, comme je le disais d'entrée de jeu, va ressembler à la situation des supporters d'une des deux équipes qui serait Real Madrid contre le Barcelone ou bien Bayern Munich contre le Real Madrid lors d'une finale de Champions League où nous allons nous contenter d'acclamer le Real Madrid parce que Barcelone avait gagné une des équipes que nous aimions très bien
Donc, nous avions des dents contre le Real Madrid. Donc, nous avons soutenu le Barça contre le Real. Et puis, à la fin du match, nous allons dire que nous avons gagné. Mais en réalité, les spectateurs n'auront rien gagné. Ils se sont contentés d'applaudir le Real Madrid. Et puis, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Bon, il ne leur restera que des souvenirs d'avoir assisté à un joli match, à un beau match. Et puis, bon, ils vont dire, nous avons gagné. Hein, nous soutenions le Real Madrid, nous avions gagné, sauf que c'est une illusion de victoire. Parce qu'en réalité, ce sont les 11 acteurs, c'est l'équipe Real Madrid qui aura véritablement, ce sont les joueurs de l'équipe gagnante qui vont avoir à la fois le trophée, la renommée, hein, le titre et les primes de match et tout ce qui va avec, quoi. Tous les honneurs. Ce n'est pas les spectateurs. Donc, nous nous trompons en nous mettant dans la position de spectateurs parce que nous avons des raisons légitimes de nous opposer aux Occidentaux et de vouloir leur défaite. Bien sûr, nous avons des raisons historiques qui justifient cette position-là. Mais ce n'est pas comme ça que nous allons tirer notre marron du feu. Donc, nous nous trompons en restant là assis et espérant qu'une fois que la Chine et la Russie vont gagner, ce qui probablement ne risque pas d'arriver à cause de la puissance de feu nucléaire de chacune de ces puissances, eh bien, à un moment donné, il va y avoir un cessez-le-feu, un accord pour repartager le monde, intégrer la Chine et la Russie un peu plus dans la direction du monde, qui jusqu'à présent est dominée très largement par la Russie, par les États-Unis, qui seront obligés de céder des places à la Russie et à la Chine. Donc, il va y avoir un monde multipolaire qui va s'affirmer parce que ce monde multipolaire est déjà en cours, mais ce monde multipolaire risque, encore une fois, de prétériter l'Afrique, de sorte à ce que ce soit l'Afrique qui va se retrouver encore une fois partagée avec le Moyen-Orient, où là, il y a de très grandes richesses, des peuples affaiblis, totalement désorganisés, dirigés par des dirigeants laquais, incompétents, incapables, corrompus, sans vision, anti-patrie, anti-peuple, qui sont assis là et qui sont en train d'attendre pour que l'une ou l'autre des camps gagne, ou bien que le pouvoir, la direction du monde bascule dans l'une ou l'autre des mains des compétiteurs pour qu'eux, ils puissent s'affirmer encore, s'asseoir sur le peuple et continuer à manger sur le dos du peuple. Donc, c'est comme ça. Donc, là, il faut que les Africains dissocient très clairement leurs intérêts en tant que peuple affaibli, peuple en souffrance, peuple humilié, peuple exclu de l'histoire, peuple sorti de l'histoire. Ce que Sarkozy avait dit en disant que les Africains ne sont pas encore entrés dans l'histoire. Ce qui est faux parce que nous, on nous a sortis de l'histoire. Donc, nous devons tout faire pour regagner notre place dans l'histoire. Et pour ce faire, nous avons besoin de changer de gouvernant en Afrique. Si nous ne changeons pas immédiatement, nous nous mobilisons ici et maintenant pour changer de gouvernant en Afrique, eh bien, les grands changements géopolitiques qui sont en cours risquent une fois encore de nous passer sous le nez et c'est nous qui serons les dindons de la farce géopolitique qui se joue actuellement. Donc, voilà ce que je vais dire ce soir. Je vais voir s'il y a quelques commentaires. Je vous remercie encore une fois de partager le direct, le live. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde là-dessus. Je vais vite arrêter parce qu'il est assez tard. Nous aurons l'occasion de revenir sur un peu plus en profondeur sur ce que j'ai dit ce soir. Donc, merci à vous toutes et tous d'avoir partagé, d'être présents d'abord et ensuite d'avoir partagé la vidéo dans les différents groupes et d'inviter vos amis sur ce direct. Alors, quelqu'un me pose une question en disant quel processus ou quelle tactique adopter pour que la France ne parle plus au nom de ses anciennes colonies dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Non, la France continuera à parler au nom des Africains, de ses enclos coloniaux,
abusivement appelée État, tant qu'elle aura sous sa botte des dirigeants africains. C'est tout. Donc, la seule façon de faire les choses, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas, quand nous disons les Africains, il faut séparer le peuple qui est en train de souffrir, qui est en train de mourir de faim, qui est en train d'être tué par les moustiques depuis des millénaires. Vous avez des États qui ne sont même pas capables de tuer les moustiques. Et vous voulez que la France, qui est une puissance nucléaire, ne puisse pas parler au nom des Africains au Conseil de sécurité des Nations Unies? Non, nous nous trompons. Donc, bâtissons des États en Afrique en renversant l'ordre colonial qui mine l'Afrique, qui plombe l'Afrique par le biais des tyrans africains, des incompétents, des incapables, des assassins, des criminels, des gens qui, comme je l'ai tout dit, en temps normal, ne méritent même pas d'être des éboueurs, mais qui sont au premier rang en Afrique, qui sont des guinarous, qui oppriment le peuple, qui volent tout ce qui leur passe sous la main, qui n'ont aucune vision stratégique de notre continent, qui n'ont aucune profondeur, qui ne voient pas le parcours historique douloureux de notre peuple pour pouvoir l'élever, hein, travailler avec ce peuple, le former, le positionner, pour que ce peuple retrouve la mémoire historique, résoudre les problèmes de fond que nous avons, pour positionner l'Afrique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, tant que ces gens seront là, les autres pays parleront en notre nom. C'est tout. Parce que pour le moment, nous ne sommes pas constitués un État capable de pouvoir nous assumer. Il n'y aura rien du tout. Tant que les dictateurs africains seront là, il n'y aura rien du tout. Voilà, c'est tout. Ces gens oppriment notre peuple, humilient notre peuple, ne représentent pas notre peuple, représentent des intérêts étrangers. Vous voyez un continent comme ça, qui a ces ressources, hein, qui lui échappent depuis des millénaires. Et vous voulez quoi? Vous avez vu, quand Macron était allé au Bénin, devant Talon, devant, comment il s'appelle, Talon là, il a dit que bon, voilà, là, le Bénin veut acheter des armes sur assez international. Bon, le Bénin passe par la France. Vous voyez une armée, l'armée qui est une question stratégique majeure. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est la France. Ça veut dire que nous avons des armées qui sont maintenues de bout en bout. C'est pour ça qu'on a pu détruire un pays comme la Libye de manière très facile. C'est tout. C'est-à-dire que parce que les Occidentaux maîtrisent, hein, l'armée, ils savent tout ce qu'ils ont comme munitions, les armes, leur utilisation, quelle date, quelle puissance ces armes ont, ils connaissent. Ensuite, nous avons des soi-disant États où des autres pays envoient leur... C'est-à-dire que ces armées sont surveillées de bout en bout via les accords de coopération militaire. Vous croyez quoi? Que quand la Russie arrive, que vous dites que la Russie n'a qu'à remplacer les Français. Et ça veut dire que la Russie pénètre les armées africaines pour connaître leur fonctionnement, tout. Ça dit le pays. C'est ça la réalité. C'est pas parce que les militaires russes, eux, ils seraient des anges et puis qu'eux, ils vont venir mourir pour les Africains. Non, ils vont pénétrer les structures militaires africaines et vont les maîtriser. C'est tout. C'est comme ça. Donc, il faut pas qu'on soit naïf à ce point. Donc, les pays africains ne pèsent rien du tout tant que les dirigeants africains resteront au pouvoir avec le maintien de l'ensemble du système colonial, rien n'avancera. C'est tout. Donc, les autres pays parleront à notre nom, notamment la France, continuera à parler au nom de l'Afrique partout. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est la France qui fabrique notre soi-disant monnaie, le franc CFA, qui détient l'économie de ces enclos coloniaux. C'est tout. Appelés abusivement des pays indépendants. Donc, voilà, en plus, nous parlons leur langue. Hein. Faut pas croire, c'est-à-dire que la colonisation, c'est un système global, c'est un système total. Il y a plusieurs éléments. C'est pas simplement expulser la France du Mali ou des choses comme ça. Oui, ça, c'est bien. Sauf que c'est pas total, c'est pas encore ça. Hein. Parce que la colonisation nous a bien pénétré. Hein. Nous parlons leur langue. Donc, il va falloir aussi décoloniser la langue pour nous couper de la pensée française. Parce que via la langue, la France est présente dans chacune de nos têtes. Quoi. Toutes nos têtes sont possédées par la France. Voilà. Donc, nous allons interpréter le monde au travers
de ce que les Français nous disent. Donc, c'est très profond. Et j'ai déjà parlé à plusieurs reprises des langues. La langue, c'est un vecteur de communication, mais aussi la matérialisation de la pensée d'un peuple et d'un homme, d'un groupe humain. Voyez? Donc, quand on vous prive de langue et que vous pensez, vous parlez la langue des autres, ça veut dire que vous pensez au travers de ces gens-là. Or, la langue est une convention entre les hommes, parce que quelqu'un m'a posé une fois la question, de savoir si les Africains seraient capables de fonder, enfin, en disant que les Africains ne seraient pas capables de se débarrasser de la langue française. Je dis non, qu'on a tort. On peut se débarrasser de la langue française et de l'anglais et autres, de toutes les langues coloniales que nous avons acquises. Parce que les langues, ce sont des conventions entre les hommes. Donc, si demain, les Africains se mettent d'accord d'appeler la lampe par un autre nom, bah, ils peuvent le faire. Ils vont faire une convention, ils vont codifier ça et puis ils vont l'enseigner progressivement et puis ils vont changer de langue. La langue, c'est une convention entre les hommes, c'est un accord entre des hommes pour pouvoir se mettre d'accord sur l'appellation des choses. Voyez, donc on peut créer une langue, mais la condition pour créer une langue, c'est la possession de notre espace en tant qu'entité étatique constituée. Si on n'a pas l'ensemble des armes étatiques, eh bien, on ne peut pas créer une langue. Donc oui, demain, nous serons appelés à réfléchir sur une langue que nous pouvons codifier, qui serait une langue capable de réunir les Africains, si nous le voulons. Donc, pour le moment, la France et les autres pays continueront à parler au nom des Africains. Alors, il y a quelqu'un qui me dit sur YouTube, que pensez-vous des Africains qui pensent majoritairement que notre défi actuel, c'est le développement économique de l'Afrique pour sortir de la souffrance? D'autres pensent que notre problème que nous devons absolument résoudre en premier, ce sont les lacunes, le retard ou l'ignorance scientifique de l'Afrique, que sans la science, on ne fera rien face aux Blancs. Votre avis, s'il vous plaît. Non. Écoutez, vous voyez, la Chine, je l'ai toujours dit, vous allez voir mes anciennes vidéos, j'ai toujours dit, la Chine était dominée, humiliée, morcelée. On lui a imposé une gouvernance coloniale. Les chefs de guerre, les voyous, des bandits ont été imposés par les Japonais, les Occidentaux et les Russes aujourd'hui. Et la Chine était soumise totalement. On lui faisait signer ce qu'on appelait les contrats léonins, qui étaient totalement en sa défaveur. On privait la Chine de sa terre. Les Anglais amenaient de l'opium, ont obligé les Chinois à consommer la drogue, l'opium, pour pouvoir soumettre totalement la Chine. Pour arriver au rang où elle est aujourd'hui, première des choses que les Chinois ont fait, c'est pas de commencer par dire acquérons le pouvoir économique, acquérons la science, et puis bon, comme ça on va vaincre les Blancs. Non! Ça n'existe pas. Je l'ai expliqué 1000 fois, pardon. Allez prendre nos vidéos. J'ai expliqué 1000 fois que la première des choses à faire quand un peuple est dominé, quand un peuple est tombé sous la servitude d'un autre, la première des choses qu'il doit faire, c'est de se lever et d'acquérir sa souveraineté. Vous n'avez pas le pouvoir de décision. Votre pouvoir de décision est confisqué. Vous êtes désorganisé, vous êtes affaibli. Vous avez des États coupillons dessinés à l'équerre et au compas depuis la conférence de Berlin et imposés sur le sol africain par des guerres coloniales qui se sont soldées par des accords de partage du continent africain. Il y a eu des accords entre puissances sur le terrain africain pour pouvoir dessiner la carte de l'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui. Vous êtes faible, on vous impose des dictateurs, des dirigeants qui sont des anti-patriotes, des gens sans vision. Et dans ces situations-là, on vous impose une école coloniale. On vous impose des guerres. On vous impose une monnaie.
On vous impose une langue, on vous impose des langues, on vous impose une école coloniale. On vous impose tout de l'extérieur. Votre monnaie est faite, fabriquée à l'extérieur. L'économie africaine ne pèse rien parce que soumise au pillage total. Et les gens pensent qu'ils vont pouvoir acquérir le pouvoir économique dans ces conditions. Dites-moi comment. Vous avez fait quelle magie pour acquérir quel pouvoir? Vous avez quel pouvoir pour aller concurrencer la Chine, les entreprises chinoises en Afrique? Vous avez quoi pour aller concurrencer les entreprises indiennes en Afrique? Vous avez quel pouvoir pour aller concurrencer les entreprises françaises en Afrique? Nous n'arrivons même pas à vendre les beignets au bord de la route. Et vous parlez de pouvoir économique. Comment? Vous avez les moyens d'aller acquérir des milliers et des milliers de kilomètres carrés dans nos pays. Vous faites quoi? Vous avez les outils pour la logistique, pour pouvoir développer une agriculture? Non, non, les Africains doivent cesser de raisonner à l'envers. Tout ça parce que nous avons peur de nous assumer. Tout ça parce que nous ne voulons pas affronter le monde réel. Nous pensons pouvoir passer par des raccourcis pour arriver à la liberté. Eh bien, chers amis, je suis obligé de vous redire encore une fois ce soir qu'il n'y a pas de raccourci pour aller à la liberté. Ça n'existe pas. Nous nous trompons. Nous nous trompons totalement. Donc, le pouvoir économique, nous ne l'avons pas aujourd'hui, nous ne l'aurons pas demain. Tant que nous n'avons pas le pouvoir politique d'abord. C'est ça que les Chinois ont fait. Mao et ses camarades, ils ont d'abord libéré leur pays en faisant une lutte de libération nationale. C'est pour ça que Nkrumah, en homme d'État lucide, a prédit aux Africains, prenez le pouvoir politique, le reste vous sera donné de surcroît. Donc, si nous n'avons pas encore compris ça, je ne sais pas combien de fois je vais dire ça. Je le dis depuis des années. Donc, notre mission aujourd'hui, c'est de nous inscrire dans une organisation dans chacun de nos enclos coloniaux. Nous devons aller chercher notre peuple dans sa faiblesse aujourd'hui, dans son état de dispersion, dans son état de faiblesse, de peur panique, de peur bleue de s'assumer. Nous allons regarder notre peuple dans son état tel qu'il est et nous allons progressivement l'organiser, le structurer pour le renforcer. Lui dire que son destin est entre ses mains et que c'est lui et à lui seul qu'il appartient de se lever. Et qu'en définitive, c'est lui qui a le pouvoir suprême de changer les choses, malgré sa faiblesse. Ben, il ne faut pas que notre peuple pense que sa faiblesse est éternelle et que des peuples ont traversé des situations similaires à la nôtre, mais que ces peuples-là se sont levés pour chasser les colonisateurs et leurs métayers locaux pour rebâtir leur pays. C'est ça la règle. Et je ne cesse de le dire. Ce que l'histoire a indiqué comme voie au peuple dominé, c'est leur organisation pour se lever sous la forme d'un tsunami populaire, comme ce qui s'est passé au Sri Lanka. Je dis ça depuis 20 ans. J'avais l'impression, quand j'ai vu les Sri Lankais chasser le dictateur, leur président, tout dernièrement, j'avais cru que les Sri Lankais m'avaient écouté, m'avaient entendu toutes ces années. Je prêche ça, je suis le seul à prêcher ça depuis des années. Mais les gens ne nous écoutent pas. Les gens ne nous écoutent pas. Moi-même, je vais chercher des gens, mais il n'y a aucun résultat. Il n'y a aucun résultat. Donc, il faut que les gens comprennent qu'ils n'auront pas le pouvoir économique avant d'avoir le pouvoir politique. Nous devons posséder notre espace géographique pour pouvoir utiliser ces ressources pour changer notre condition et non l'inverse. Vous avez vu quel peuple colonisé s'enrichit. Donc, vous voulez avoir le pouvoir économique dans un cadre colonial que vous ne maîtrisez pas? Non, on a tort. On a tort de penser comme ça. Tout ça parce que nous avons peur de nous organiser. Nous ne voulons pas mourir. Nous ne sommes pas des patriotes. Nous ne sommes pas des patriotes. Nous n'avons pas l'esprit patriotique qui nous anime. Donc, les gens vont chercher des petites solutions comme ça en disant, ah, cherchons le pouvoir économique, allons acquérir la science. Vous allez acquérir la science où?
pour acquérir la science, il faut être en position de domination, en position de force. Les Chinois, pour aller acquérir la science, ils se sont d'abord libérés, ils se sont constitués en État, et ce n'est qu'après ça qu'ils ont imposé aux États occidentaux, bon, si vous voulez venir chez nous maintenant, on va signer des accords, vous allez nous apprendre comment vous faites vos choses. Parce que nous aussi, nous voulons acquérir la science. Voyez? Et ensuite, par le système d'infiltration, ben, un système d'infiltration ne peut être mis en place que si vous avez l'outil étatique dans vos mains. Vous allez apprendre la science comment? Chez qui? Qui va vous former? Vous faites quoi? Et vous ne voyez pas que les Africains, il n'y a que les sociologues, des philosophes, des pasteurs. C'est pas ça qu'on produit depuis des années. L'école coloniale a produit quelle puissance? À part les quelques chefs Anta Diop et autres qui se sont battus bec et ongle eux-mêmes pour acquérir des connaissances. Non! Donc, nous nous trompons. Nous n'aurons ni la science, ni l'économie avant d'avoir acquis le pouvoir politique. Donc, notre espace géographique. Donc, toute la question est là. Et la seule façon d'y arriver, c'est de nous organiser, c'est d'aller chercher notre peuple pour l'élever progressivement, le faire sortir de son état de désorganisation, de peur panique, de peur bleue, de sorte à ce que ce peuple se réfugie derrière Dieu, derrière des choses, derrière les Russes, derrière les Chinois, derrière des choses qui n'ont aucun sens. Tout simplement parce que nous ne voulons pas nous assumer, nous ne voulons pas mourir. Eh bien, c'est notre sang qui doit irriguer notre liberté. Si nous voulons grandir, si nous voulons devenir un grand peuple demain, si nous voulons reprendre la place qui était la nôtre avant notre déchéance dans l'histoire, eh bien, nous allons devoir nous mettre en ordre de bataille pour faire ce que l'ensemble des peuples du monde ont fait, à savoir que lorsqu'ils étaient soumis à des dominations extérieures, eh bien, ces pays-là ont d'abord, ces peuples-là se sont d'abord organisés, retrouver la confiance, retrouver l'unité, retrouver des leaders, et le Moltra veut assumer ce leadership-là pour les conduire à la bataille de libération avant de pouvoir se réorganiser et changer tout. Donc, c'est la condition. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Alors, ok. Bon, chers amis, il est assez tard. Je ne vois pas d'autres questions. Je vais conclure. Je ne suis pas très... Je vais conclure en disant que nous avons un travail à faire. Alors, quelqu'un pose la question, la renaissance de l'Afrique passe d'abord par la création d'un mouvement de libération armé pour la reconquête de notre territoire et la création d'un État selon notre propre vision du monde. Mais comment arriver à ce résultat lorsque les Africains sont divisés par des langues, des religions, des idéologies meurtrières, étrangères meurtrières? Mais écoutez, chers frères, Amilcar Nyerere, il ne faut pas, et c'est ce que j'ai toujours dit, que les Noirs continuent à particulariser notre situation à l'extrême. Oui, ce que nous avons vécu, aucun peuple ne l'a vécu. Dans ça, si on prend tout dans sa totalité, dans sa globalité, aucun peuple n'a vécu ce que nous avons vécu. Mais il ne faut pas non plus dire qu'il n'y a que nous, Africains, qui avons subi la colonisation, la domination, le morcellement, les divisions, l'assassinat des leaders, etc. Non, il n'y a pas que nous. Mais d'où la nécessité d'apprendre de l'histoire. La question aujourd'hui, ce n'est pas de savoir que
que nous avons tous ces problèmes-là. Ces problèmes-là, nous les connaissons. Nous disons que nous devons construire un leadership. Et ce leadership-là, le Moltra veut l'incarner. Peut-être vous n'avez pas la capacité de pouvoir incarner ce leadership. Ce qui est normal. Mais vous avez un rôle à jouer. Vous avez une place dans le grand mouvement populaire auquel nous appelons depuis des années. Donc, disons que malgré ces divisions, malgré ces faiblesses, malgré ces problèmes, si les Africains veulent se mettre ensemble, et c'est un travail de longue haleine, il faut le faire patiemment, il faut avoir un agenda, une méthode de travail pour y arriver. Il faut des gens formés pour y arriver. Il faut des gens formés pour y arriver. Parce qu'il n'y a pas de bâtisseur, il n'y a pas de construction sans bâtisseur, il n'y a pas de bâtisseur sans formation. C'est pas ce qu'on est en train de faire là. C'est pas de l'improvisation. Hein. Tout le monde peut se lever et puis dire qu'il va conduire un mouvement de libération. C'est une formation qu'il faut recevoir. Donc, nous disons que dans l'histoire, il y a des peuples qui ont connu notre situation, qui ont connu des situations plus ou moins similaires à ce que nous vivons. Mais ces peuples-là, à partir du moment où ils ont identifié dans leur rang des leaders qu'ils ont soutenus, eh bien, ils ont retrouvé leur capacité d'action. Donc, les Africains peuvent retrouver la capacité d'action à condition que chacun ne joue pas sa partition, que chacun ne se condamne pas comme leader né, ou bien comme une star sur Internet pour impressionner les gens, parce que nous n'impressionnons rien, nous n'impressionnons personne en jouant chacun dans son coin. Nous ne sommes pas des stars parce qu'il n'y a pas de star système à construire dans les chaînes. Nous devons acquérir la sagesse des hommes d'action, capables de pouvoir se ranger derrière le leadership qui est identifié. C'est ça l'important. Les Chinois, personne ne pensait qu'ils allaient une fois se soulever comme ça. Mais à partir du moment où ils ont identifié le leadership incarné par Mao, qui l'ont accompagné, qui l'ont soutenu, eh bien, 50 ans après, les Chinois sont sur le toit du monde. Voyez? Donc, nous avons la capacité de travailler. Mais ça doit partir d'un petit noyau. Il ne faut pas rêver tout de suite avoir tout le peuple noir avec nous. Parce que nous avons des embûches, nous avons beaucoup de difficultés à traverser, nous avons beaucoup de choses à vaincre, nous avons beaucoup de défis à relever. Parce que pendant que nous parlons, l'école coloniale, qui est une industrie de fabrication d'aliénés mentaux, est en train de tourner à plein régime. La religion est en train de tourner à plein régime. C'est pour ça que je suis très peiné de voir que nous nous amusons. Nous ne faisons pas le boulot comme nous devons le faire jusqu'ici. Nous qui prétendons être conscients, nous ne faisons pas le job. Hein. Nous ne ramenons pas du monde. Moi, quand je vois la situation dans laquelle se trouve le Moltra aujourd'hui, il faut être courageux pour continuer. Parce qu'on n'a pas les gens, nous n'avons pas les ressources humaines pour faire ce boulot. Nous n'avons pas les gens. Pendant que chaque jour, les témoins de Jéhovah conquièrent des gens pour leur temple, pendant que les catholiques conquièrent des gens, pendant que les protestants conquièrent des gens, pendant que les églises born again conquièrent des gens, pendant que l'école coloniale fait des adhésions, le mouvement panafricain, à quelle adhésion? Où est le mouvement? Où est le mouvement? Nous ne ramenons pas des gens. Regardez, même sur Facebook, là, il n'y a que 4 personnes actuellement connectées. Sur YouTube, je vois 12 personnes. Et c'est avec ça qu'on va faire quoi? Face aux défis que nous avons. Hein? Cette vidéo sera partagée par combien de personnes? Quand Makoso et Gédéon de la Tchétchouva ou Grand P ou Edoxy, il y a au fond des milliers de vues, je dis des influenceuses. Je vois les, comment ils s'appellent, Aklara et les Raoul Leblanc. Je ne sais même pas qui sont ces gens. Ils font des millions et des millions de vues. Nous, on fait quoi?
Combien de gens partagent mes vidéos? Il faut supplier les gens pour qu'ils partagent. Donc, le travail d'influence ne se fait pas. Les gens ne le font pas. Les gens ne nous soutiennent pas. Les gens ne viennent pas. Vous n'amenez pas des gens vers nous. Vous ne partagez pas nos choses. Vous n'encouragez pas les gens. Vous ne les obligez pas à venir. Les témoins de Jéhovah, ils vont venir chez vous 100 fois. Quand vous résistez, ils viennent quand même. Ils font tout pour que, à la fin, vous cédiez. Hein? Mais pour le travail panafricaniste, pour le mouvement, on ne voit pas du monde. Hein? Donc, nous avons un défi. Moi, je ne vais pas aller plus loin. Faisons d'abord le travail à notre bas niveau. Faisons des adhésions, faisons des adhérents. Et puis, nous, moi, je l'ai tout dit, je suis disposé à venir partout, que ce soit en Asie, en Afrique, ailleurs, sur le continent américain, je faisais des tournées avant. C'est moi qui ai ralenti tout. Et puis, Covid est venu. Mais maintenant, on peut recommencer à voyager. Prenez la peine d'organiser des gens chez vous. Réunissez 10 Africains, 15 Africains, 5 Africains. Et puis, faites-nous appel, nous allons venir travailler. C'est ça le boulot. Donc, il y a un boulot à faire sur le terrain. Il faut commencer à le faire. Et puis, vous allez voir que nous allons travailler doucement, progressivement, pour construire le véritable mouvement de libération du continent. Parce que nous, quand on parlait de ça, il y a 10, 15 ans, les gens parlaient de démocratie. Hein? Mais aujourd'hui, tous ces gens-là sont en train de parler de libération. Quel travail ils ont fait là-dessus? Quand le Montra a inventé le terme enclos-colonial, aujourd'hui, ce terme est repris par tout le monde. Vous avez inventé ce terme en 2010, 2011. Mais les gens ne font même pas référence à nous, ils ne nous citent pas. Alors que c'est comme ça que quand vous sourcez vos connaissances, ben vous amenez les gens à la source. Voyez? Et c'est comme ça qu'on construit un véritable mouvement. Mais si les gens nous cachent, ne révèlent pas nos idées au public, ne nous font pas, entre guillemets, la publicité, ne veulent pas qu'on soit connu, ben, comment voulez-vous qu'on puisse s'organiser pour résoudre les problèmes que nous avons? Donc, il y a un boulot énorme à faire. Moi, je remercie ceux qui font ce travail-là, qui essaient de partager nos choses, qui sont toujours présents, qui nous encouragent, qui laissent quelques commentaires. Je publie des vidéos depuis des années. Je vois certaines vidéos. C'est à peine qu'on a 50, 100 personnes qui regardent ça. Pourtant, ce n'est pas le contenu qui manque. Hein? Donc, nous sommes dans l'amusement, nous sommes dans le divertissement, nous sommes dans le laisser-aller et nous ne faisons rien au sérieux. Nous ne prenons pas les choses au sérieux. Nous ne sommes pas sur la continuité de l'effort. Quand il s'agit de faire l'effort sur la durée, ça nous fatigue très vite. Combien de gens je n'avais pas connus? J'ai voyagé, j'allais partout ici pour parler aux gens, mais les gens ne sont pas capables de faire l'effort sur la durée. On est très vite fatigué. On est atteint d'asthénie. Pourtant, le système, lui, il travaille sur la durée. Hein? Il bosse tous les jours. Pendant ce temps, nous, dès qu'on fait un tout petit effort, on dit qu'on est déjà fatigué. Voyez? Donc, nous devons réapprendre à redevenir humains, en train de souffrir. Hein, pour ne plus être insensible à notre souffrance, hein, il faut faire ce travail-là et commencer à chercher des Africains où ils sont, les forcer, hein, imposer nos idées, hein, les mettre nos idées chaque jour, chaque matin, chaque nuit devant leurs yeux pour qu'à un moment donné, même s'ils fuient, qu'à un moment donné, il faut qu'ils cliquent dessus pour qu'ils écoutent. Voilà. Donc, et après, vous ouvrez la discussion avec eux. Il faut forcer les Africains à devenir libres. Parce que je vois que si nous ne faisons pas ce travail de forcing, si nous attendons les Africains de leur propre gré, ils ne viendront pas. Et à cause de l'inaction des uns et des autres, notre peuple va rester dans la servitude. Donc, ceux qui n'acceptent pas ça doivent faire le travail, laisser tout ça de côté, laisser toutes les difficultés que nous voyons en face de nous de côté, et puis travailler. Essayer de parler aux Africains. Les obliger. Voilà. Il faut forcer les Africains à devenir libres. Parce que on est habitué aux chaînes, on est habitué à la souffrance, on est habitué à l'odeur de la mort. Nous avons intégré la défaite dans notre pensée. Nous avons accepté la défaite, nous avons accepté vivre avec la merde. Hein, le caca de chat ne nous fait plus rien. L'odeur des excréments
du chat ne nous fait plus rien parce que nous avons habitué notre narine, notre nez à accepter ces odeurs-là. L'odeur de la mort ne nous dit plus rien. Non, il faut humaniser l'Africain maintenant pour qu'il sente la douleur de la défaite et de la servitude, pour qu'il reprenne tous ses sens et pouvoir se lever. Mais ça, pour y arriver, il faut le faire de manière méthodique, de manière organisée, sous la tutelle d'un leadership capable de pouvoir aller au-delà de ce que nous voyons comme difficulté infranchissable. Voyez, il faut de la méthode, il faut de la formation, il faut des gens capables de pouvoir affronter ces situations-là. Parce que ces gens ont fait un travail, ils ont été formés, ils ont été initiés, ils ont lu le monde avant les uns les autres. Peut-être que, voilà, moi, je n'ai pas appris à faire le théâtre, donc c'est difficile pour moi d'incarner une nouvelle forme de faire, le théâtralisme excessif pour parler aux gens. Je n'ai pas ce don-là. Mais je sais que nous sommes en train de travailler pour l'histoire, pour notre peuple, et nous le faisons de notre manière. Voyez? Donc, oui, je suis d'accord, toutes ces difficultés sont là, mais commençons par avancer gentiment. Réunissez 3, 4, 5 personnes quelque part. Et puis faites-nous appel. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des outils de communication à distance. Je n'ai pas besoin forcément de me déplacer. Vous avez 5, 6 personnes, vous les réunissez, qui posent toutes les questions qu'ils ont. N'importe quelle question, économie, philosophie, religieuse, tout ce que vous voulez, politique, géopolitique. Nous serons là pour essayer de leur apporter des réponses. Hein? Et puis, nous allons les former. Donc, voilà le travail que nous avons à faire en attendant. Quelqu'un me dit, oui, tonton, mais nous sommes de plus en plus nombreux. Ce processus sera long parce que le mal est profond. Mais la jeune génération à l'écoute, il y a juste beaucoup de peur et de traumatisme. Oui, c'est ce que je dis. Bah, écoutez, je suis d'accord qu'aujourd'hui, on peut constater peut-être une prise de conscience beaucoup plus grande. Mais si vous êtes nombreux, mais que vous êtes apeurés, ça veut dire que vous augmentez le nombre de poltrons. Vous êtes plus nombreux, mais aussi désorganisés parce qu'il n'y a aucune structuration. Depuis toutes ces années, nous ne sommes pas capables. Le MORTRA ne parle que d'organisation. MORTRA, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Nous parlons de tout ça depuis des années. Mais où sont les ressources humaines? Nous n'avons que des poltrons. Donc, si le nombre de poltrons augmente, ben, disons, quantitativement, ben, on augmente le nombre, oui, mais qualitativement, il n'y a rien. Donc, il ne s'agit pas d'augmenter le nombre de poltrons. C'est-à-dire que c'est comme ceux qui disaient que bon, l'Afrique, la démographie africaine, on devient plus nombreux. Oui, on devient plus nombreux, mais le nombre d'esclaves augmente. Ça ne change rien. Si les esclaves ne prennent pas conscience de leur devoir d'organisation, de structuration pour se constituer en une force capable d'agir, de rompre les fers et de pouvoir entamer la reconstruction de l'Afrique qui sera un défi immense parce que plus les années passent, plus les jours passent, plus le nombre des pouvoirs, des puissances augmente, plus l'Afrique sera en difficulté. Donc la Chine et la Russie, tout ça, l'Inde, la Turquie et tous les pays qui arrivent sur la scène internationale veulent aussi avoir leur place en Afrique. Voyez? Donc nos difficultés augmentent. Donc nous devons agir vite, de manière résolue, déterminée, sur la base d'une planification stratégique. Et cette planification, nous, on a travaillé là-dessus depuis des années. Maintenant, on parle des ressources humaines. Voyez? Donc, oui, nous augmentons le nombre de gens, mais qualitativement, nous ne gagnons rien du tout parce que nous n'avons pas mis en place des structures. Regardez au Togo, par exemple, le dictateur Faure Gnassingbé qui est assis là, peinard, tout le monde le regarde, tout le monde a faim. Et dans le même temps, tout le monde dit, bon, nous, on ne va rien faire parce que c'est pas dans nous avons tout fait. Comment est-ce qu'un peuple peut dire qu'il a tout fait face à un tyran, à une dictature, à un système colonial?
et dit, bon, voilà, comme les opposants nous ont trahis, on ne va plus rien faire. Donc, on laisse Faure Gnassingbé s'asseoir, manger, faire ce qu'il veut. Nous, bon, Dieu va le faire. Et on attend, hein, le monde premier par les témoins de Jéhovah dans leur tour de garde, là, où on voit les animaux, tous les animaux devenir des frères. Le lion caresse l'antilope comme son ami. C'est ça qu'on espère. Voyez? Donc, nous n'avons rien compris. Nous n'avons rien compris. Nous avons du boulot à faire. Faisons le travail. Allons chercher les Africains où ils sont. Ceux que nous pourrons convaincre, ceux qui acceptent, se laisser convaincre gentiment, il faut y aller. Mais ceux qui ne veulent pas, il faut les obliger. Parce que nous ne pouvons pas, à cause des gens comme ça, laisser notre peuple dans la servitude. Il faut les obliger. Voilà, comme les colons allaient de village en village pour arracher les enfants dans les familles, pour les amener à l'école. C'est ça qu'il faut faire maintenant. Il faut qu'il y ait des groupes qui commencent par forcer les Africains à devenir libres. Il faut que les Africains retrouvent leur sens. Donc, commençons ce travail-là de manière humble, de manière organisée, de manière structurée, de manière déterminée dans chacun de nos enclos coloniaux. Et nous allons voir que progressivement, nous allons avancer dans l'organisation parce que c'est l'organisation qui décide de tout. Tant que nous n'aurons pas les outils de combat, nous ne pourrons pas entamer le combat. Tout ce que nous faisons pour le moment, c'est de l'agitation. Ce sont des agitations qui ne disent absolument rien au système parce que nous ne sommes pas encore constitués en organisation capable de pouvoir changer le rapport de force. C'est clair. Alors, donc, voilà. Quelqu'un me dit... Alors, Amilka me dit... oui, le mouvement panafricain reste libre. Une fois qu'on a lu Cheikh Anta Diop, ça suffit. Effectivement, ça c'est le grave danger. J'ai vu ça chez nos amis parisiens, panafricanistes parisiens depuis des années. Et quand moi j'ai théorisé la géographie comme la condition du panafricanisme moderne, eh bien j'avais quelques personnes qui sont venues de Paris pour me dire, bah, non, là, tu as théorisé quelque chose qui nous a plu parce que jusqu'à présent, on ne nous parle que de Cheikh Anta Diop, des hiéroglyphes, tout ça. Mais vous avez intégré la géographie. Je dis que la géographie est la mère de l'histoire. On ne fait pas l'histoire avant la géographie. Un peuple doit d'abord s'asseoir sur son territoire, le posséder totalement pour pouvoir construire une religion. Si vous êtes défait, si on vous a privé de votre religion, de votre esprit, de vos pyramides, de vos constructions, de votre langue, de votre économie, de tout, de votre être, vous devez d'abord reposséder votre géographie avant de refaire l'histoire. Ce n'est pas l'inverse qui est vrai. Oui, que les intellectuels fassent ce travail de reconnexion avec nous-mêmes, de redécouverte de notre histoire, ça c'est normal. Mais l'histoire ne peut pas être un reposoir. L'histoire ne peut pas être un lit sur lequel un peuple se repose en disant « Ah, on découvre maintenant que c'est nous qui avions bâti les pyramides, donc on se repose sur cette histoire et on dit, bon, nous sommes des grands dans le monde, nous avions déjà été grands, donc ça ne fait rien, c'est le cycle de l'histoire. Si nous avons connu ce que nous avons connu et que nous sommes défaits aujourd'hui, c'est tout à fait normal parce que c'est un cycle. Bon, les peuples qui nous ont défaits, qui sont aujourd'hui sur le toit du monde, bon, c'est normal parce que c'est le cycle de l'histoire. Nous avons tort en faisant cette analyse-là. C'est pas vrai. Donc, l'histoire ne peut pas être une natte sur laquelle on se repose. Et puis, une fois qu'on découvre Cheikh Anta Diop et qu'on découvre les pyramides, et on dit, ah, donc c'est nous qui avons construit les pyramides, c'est super. Donc, ah, non, un roi défait n'est plus un roi. Un grand peuple défait n'est plus un grand peuple. Il devient petit et il devient le paillasson de tout le monde qui s'essuie son pied dessus. Donc, nous devons retrouver, c'est plutôt la redécouverte de notre histoire qui doit susciter en nous la volonté de redevenir grand. C'est parce que nous étions grands hier, une fois qu'on découvre Cheikh Anta Diop, on ne doit pas se reposer sur Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop doit être une échelle pour nous. Cheikh Anta Diop doit nous propulser plutôt vers le futur. Cheikh Anta Diop doit susciter en nous la colère.
Une fois qu'on a lu Cheikh Anta Diop, on ne peut plus rester petit esclave dans l'inaction. On doit maintenant chercher à s'organiser pour reconquérir cette grandeur perdue. C'est ça le sens de l'histoire. C'est ça que le peuple chinois a fait. C'est ça que les autres grands peuples ont fait. Quand ils ont redécouvert leur histoire, ils se sont dit, ah bon, donc nous étions si grands et maintenant nous sommes comme ça, tout le monde nous piétine. Non, on doit s'organiser pour se relever. C'est ça ce que Cheikh Anta Diop doit susciter en nous une fois qu'on l'a lu, et non le contraire. Voyez? Donc, les gens qui font du diopisme excessif et qui s'en glorifient pour rien du tout, alors que nous sommes très petits aujourd'hui dans l'histoire, nous qui étions pharaons hier, nous sommes réduits à être des producteurs d'arachide, de coton, hein, de café, cacao, hein, de noix de palme pour les autres. Hein. Nous sommes nus en haillons, producteurs de café, cacao pour nourrir les autres. C'est ça être pharaon? Non. Non, c'est pas ça. Donc, lisons Cheikh Anta Diop et retrouvons la ferveur, la capacité d'action. La colère doit nous habiter, une colère froide, une colère raisonnée doit nous habiter. Après avoir lu Cheikh Anta Diop, nous devons avoir le feu en nous. C'est ça que Cheikh Anta Diop doit susciter en nous, pour que nous puissions aller vers l'organisation, et nous devons garder à l'esprit que si nous ne nous organisons pas, nous n'aurons jamais la victoire. Sans organisation, sans planification, sous un leadership, nous n'aurons jamais la victoire. C'est tout. Il n'y aura pas de renaissance possible pour l'Afrique tant que l'Afrique n'aura pas se doter d'un leadership capable de pouvoir la conduire. Et notre mouvement panafricaniste ne va pas réussir si nous refusons de nous regrouper autour d'un leadership honnête, conscient, avisé, courageux, patriote, résolument ferme, déterminé, froid et qui est capable d'aller jusqu'au bout. Si nous ne faisons pas ce travail-là, c'est peine perdue. C'est tout. Nous avons beau lire Cheikh Anta Diop et autres, nous n'irons nulle part. J'ai commencé à parler de la vision du montré à quelques Africains. Ils m'ont envoyé voir ailleurs en me traitant de radical, de raciste, anti-musulman, anti-chrétianiste. Oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est normal, je comprends. Je comprends et je ne peux que compatir, frère Nyerere, à votre douleur. Moi-même, j'ai vécu des choses que vous n'imaginez pas. Les gens me traitaient, quand je parlais des enclos coloniaux dans les années 2010-2011, il fallait voir quel nom d'oiseau ne nous avait pas collé. Quand je disais que nous n'avons pas d'État, que nous ne sommes pas des pays indépendants, en 2010, je faisais des conférences, je faisais des tournées sur les 60 ans soi-disant des indépendances, 50 ans soi-disant des indépendances en Afrique, puisque les indépendances, en gros, c'était les années 60, début 60, et qu'en 2010, on célébrait ce cantonnet des indépendants de l'Afrique. Je faisais la tournée en Europe pour expliquer ça. Les gens venaient m'affronter pour me dire que j'étais radical, que j'étais violent, que je voulais que le sang coule. C'est ceux qui ne connaissent même pas le sens de l'histoire viennent parler. C'est ça le drame. C'est-à-dire que la situation de l'Afrique est telle que les gens qui ne connaissent rien, qui ne savent pas ce que c'est que l'histoire, comment les peuples se sont faits. Les peuples se sont faits sur du sang libérateur, de leur propre sang libérateur. Les gens ne savent même pas de quoi ils parlent, mais eux aussi ils viennent parler. Ils critiquent, ils t'insultent, ils te ridiculisent devant les gens. Donc oui, frère Nyerere, je peux que vous encourager à continuer à faire ce travail-là, même si les gens vous traitent de tous les noms d'oiseaux. Moi, je sais une chose. Le travail que nous le faisons pour l'histoire. Moi, je dis même que je n'appartiens même pas. Je ne parle même pas aux Africains. Je ne parle pas aux Africains d'aujourd'hui. Moi, je parle aux Africains de 2500. De 2500. De 2100, de 2200, 2300, même de 3000, de l'an 3000. C'est à eux que nous parlons là. Nous sommes en train de marquer notre passage, tout simplement. Regardez, allez prendre toutes nos publications depuis 2005, 2005, 2003, 2004, 2005. Tout ce que nous avons dit, c'est tout se réalise aujourd'hui. Donc, continuez.
C'est difficile, mais continuez. Continuez. C'est comme ça que l'histoire se fait. L'histoire se fait par un petit noyau qui, à force de travailler, finit par contaminer les gens. Peut-être que nous serons même les semeurs de ce que nous ne moissonnerons pas. Nous sommes juste certainement des semeurs parce que tout ce que Cheikh Anta Diop et nos prédécesseurs avaient semé, aujourd'hui nous les voyons et nous reprenons ça. Nous l'adaptons à nos situations d'aujourd'hui. Donc, continuez ce travail, ne désespérez pas. Et vous pouvez prendre contact avec moi plus tard, inbox, pour qu'on puisse échanger les numéros et puis de temps en temps que nous puissions discuter. Et si vous avez besoin que je vous donne quelques éléments supplémentaires de formation, je suis là pour vous aider dans ce sens. OK? Donc, voilà. Alors, je vais clore la discussion. Je vais dire simplement, alors, comme il y a toujours quelques questions encore, Monsieur Kobi, que pensez-vous du processus actuel de la volonté du peuple congolais contre la MONUSCO? Ben, écoutez, j'ai fait des vidéos sur le Congo. J'ai écrit des articles sur le Congo depuis les années 2010 par là. Les Congolais, nos compatriotes au Congo, en gros, récoltent ce qu'ils ont semé depuis des décennies sous Mobutu. Parce que si un peuple, vous avez un territoire aussi grand, un peuple comme le nôtre au Congo, qui a eu le drame d'avoir vécu l'assassinat de Patrice Lumumba, et puis que Mobutu impose le mobutisme fait de jeux, d'animation, de danse, de n'importe quoi, durant des années soutenu par les Occidentaux, et que finalement celui-ci, grâce à un mouvement populaire de par un certain nombre de ses aspects, finit par l'emporter, et que les Américains et les Européens, et, les Russes aussi, bon, les Chinois, balbutiants à l'époque, eh bien, ont réussi à, disons, à conclure un accord, puis à bouter Mobutu dehors. Après, il y a eu l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, remplacé par, soi-disant, son fils, que certains appellent Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, qui lui-même, finalement, bon, voulant être chassé par les Américains, finalement, il y a eu un accord entre les Américains et les Chinois pour lui faire un dernier mandat à l'issue duquel il passe le pouvoir à Félix Tshisekedi, lequel Félix Tshisekedi continue dans la même logique que Kabila et puis que le peuple congolais. Et ne fait rien. Bon, il y a la guerre dans le sud ou à l'est du pays, je ne me rappelle plus très bien. Mais alors que nous savons que les troupes de l'ONU sont là pour maintenir le Congo dans l'immobilisme, pour que les richesses du Congo puissent continuer à lui échapper et que le peuple ne se lève pas. Bon, moi je veux bien qu'à un moment donné, nous continuons à dire que c'est les autres toujours nos problèmes. Mais nous-mêmes, nous faisons quoi? Moi, c'est ça la question. C'est-à-dire que les autres, oui, les autres ont intérêt à nous maintenir dans la domination, sous leur servitude. Ils ont raison. Ils ont raison parce que c'est comme ça que le monde est. Le monde réel, c'est pas le monde des bisounours. Le Congo est immensément riche. Le cœur de l'Afrique, c'est le Congo. Et tant que le Congo sera malade, l'Afrique n'ira nulle part. Donc, quand je vois mes compatriotes congolais,
ici en Europe, qui s'achètent des vestes. Ce n'est pas de la blague, je les vois. J'ai mon couturier ici, quand je vais là-bas, les Congolais viennent, eux-mêmes, ils s'en glorifient. Ils me disent, non, mais toi, tu portes des choses de 100 € là. Non, nous achetons des costumes là, 2500. Ils s'en glorifient, des chaussures crocodiles, 6000. Je vois des gens qui viennent, Yamamoto, je porte costume Yamamoto, ça m'a coûté 5000 €. Et puis que les gens sont là en train de parler de Lionel Messi, alors que le Congo est en train de brûler. Et quand je vais vers eux, je dis, mais je vais, ils ont des salons de coiffure là. Ils viennent, les gars sont en train de bavarder du matin jusqu'au soir, en train de parler de Lionel Messi et de Karim Benzema, des costumes à 3000 €. Non mais, chers amis, non. Notre peuple est profondément malade. Donc, les Congolais, nos compatriotes au Congo, les Africains du Congo, descendants de grands révolutionnaires comme Lumumba, ne peuvent pas rester dans cet état. J'ai cherché les Lumumbistes là, les descendants de Lumumba, le parti de Lumumba. Il n'est que l'ombre de lui-même aujourd'hui. Il n'y a rien. Donc, c'est-à-dire que quand un peuple est comme ça, c'est que ce peuple tend vers sa disparition. Ce n'est pas parce que vous augmentez en nombre, c'est-à-dire le nombre des esclaves, que vous êtes en train de progresser. Ce n'est pas parce que l'Afrique est passée de 600 millions à 1 milliard d'Africains aujourd'hui que nous sommes en train de progresser. Non, nous sommes en train de fabriquer des esclaves, des aliénés, tant que le travail ne sera pas fait. Donc, moi, je veux bien qu'on dise MONUSCO, tout ça. Oui, la MONUSCO, c'était une force positionnée par les États-Unis et ses amis pour que les richesses du Congo continuent à fuir le Congo. C'est tout. Donc, ça fait bien longtemps que nous espérions que les Africains du Congo se lèvent, vengent Lumumba, chassent la MONUSCO, parce que l'ONU a joué un grand rôle dans l'assassinat de Lumumba, chasse la MONUSCO, qui est la force des États-Unis présente au Congo, avec ses alliés européens, chasse ces forces-là, et puis reprendre le Congo et commencer la reconstruction du Congo sur la base de ce que Lumumba avait planifié pour ce pays. C'est tout. Donc, les Africains du Congo ont raison de s'opposer aujourd'hui à la MONUSCO pour la chasser, parce que la MONUSCO est une force d'occupation. Et ça fait très longtemps que ces forces-là sont dans ce pays et que tous les Africains sont là en train de regarder. Je parle aux Africains du Congo, il n'y a personne qui écoute. Il n'y a personne qui écoute. Alors que le cœur de l'Afrique, c'est le Congo. Et le cœur de l'Afrique est malade depuis des années et des années. Où est la solidarité des Africains vis-à-vis de nos compatriotes du Congo? Est-ce que les compatriotes congolais eux-mêmes, ils sont conscients de quelque chose? Est-ce qu'ils veulent faire quelque chose? Moi, j'en vois ici. Je ne suis pas en train de raconter des histoires. J'en vois aujourd'hui. J'en ai encore vu même aujourd'hui. Il n'y a rien. On s'amuse, on joue. Donc, on peut toujours continuer à dire que c'est les autres notre problème, que c'est les autres qui ne nous aiment pas. Ils n'ont pas besoin de nous aimer. Hein. Nous devons nous aimer nous-mêmes. Et l'amour que nous aurons pour nous-mêmes doit nous pousser à nous organiser. Donc, oui, la MONUSCO doit être chassée du Congo. Mais ce n'est pas en chassant simplement la MONUSCO qu'on va résoudre les problèmes. C'est un début. C'est un début pour que les Congolais puissent s'asseoir entre eux, discuter, que le mouvement patriotique se mette en place au Congo. Je veux que le Moltra s'enracine au Congo, qu'il y ait une branche du Moltra qui soit créée au Congo, puis que je vienne au Congo pour aider nos compatriotes du Congo à s'organiser, à reprendre la marche en avant, pour reprendre la marche de Lumumba. J'ai fait des vidéos dans ce sens qui sont sur YouTube, où je parlais de reprendre la marche de Lumumba, reprendre la lutte là où Lumumba et quelques-uns de nos prédécesseurs l'ont laissé et a été assassiné. Donc, nous avons du boulot et que nos compatriotes au Congo trouvent ici l'expression de notre soutien, de notre amitié et de notre sympathie, de notre solidarité militante entière dans ce qu'ils sont en train de faire.
Il ne s'agit pas de dire que la MONUSCO doit dégager pour que la Russie vienne. Il ne s'agit pas de dégager la MONUSCO pour que la Chine vienne. Ce n'est pas ça. Nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas à voir le monde toujours dans ce sens-là, où nous avons besoin toujours de tuteurs. Nous sommes le peuple premier sur cette terre. Pourquoi nous devons devenir le petit frère de tout le monde? Et qu'à chaque fois que nous avons un problème, nous allons toujours vouloir avoir un tuteur. Nous devons avoir un grand frère. Non, il faut que les Africains se prennent en charge. Nous avons construit, nous qui étions les bâtisseurs de pyramides, comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous sommes si petits? Allez voir l'état de notre peuple au Congo, dans les mines. La Chine est là, en train de prendre sa part aussi, au Congo. Il y a eu Katanga Business, un film des années 2012 par là, où les Chinois venaient prendre le coltan, une des matières stratégiques, une des matières premières les plus stratégiques au monde, le coltan, ils prenaient ça gratuitement. Et puis, il y a des gens dans ce pays-là. Non, la jeunesse africaine, dans tous les enclos coloniaux, à commencer par le Congo, doit se lever. Mais elle doit le faire de manière organisée, structurée. Ce n'est pas des agitations, non. Parce que c'est ça, si on va dans l'agitation, si on continue dans l'agitation, on n'ira nulle part. On sera écrasé et puis c'est tout. Mais si on fait un travail organisé, si on tue des gens parmi nous, eh bien les autres doivent être en mesure de continuer le chemin. Parce qu'ils vont nous enjamber nos corps, enjamber notre corps pour continuer la lutte. Mais si on n'est pas organisé, c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, je le redis, j'ai cherché la trace des Lumumbistes, c'est devenu, il n'y a rien. Les Lumumbistes ne sont que l'ombre d'eux-mêmes aujourd'hui. Et le Congo est en train de plonger totalement. Voyez? Donc, il y a un travail sérieux à faire. Il faut le faire par la méthode, calme, de manière résolue, réfléchie, en avant, hein, préparer suffisamment le match avant de le déclencher, avant de l'appeler. Parce que si vous voulez jouer le match sans l'avoir préparé, vous perdez. Les matchs qu'on remporte facilement après une dure bataille, un dur combat face à l'équipe adverse, ce sont les matchs qu'on prépare le plus. Donc, la phase préparatoire est décisive dans ce que nous sommes en train de faire. Il ne s'agit pas de faire des agitations pour des agitations, parce qu'il ne s'agit pas de faire des manifestations. Nous appelons à des révolutions populaires, à une révolution populaire partout. Ce n'est pas des manifestations. Dans les manifestations, on peut faire des manifestations n'importe quand pour porter des revendications. Non, non, je suis syndicaliste, je sais de quoi je parle. On peut organiser des manifestations. L'Afrique n'a pas besoin de manifestations. Non, pas besoin d'élections. Mais le peuple africain doit se reprendre en main. Doit se reprendre. Et pour y aller, il faut un travail d'organisation méthodique, calme, froid, avec des gens intelligents, sur la base d'une planification stratégique, pour arriver à ce tsunami populaire. C'est-à-dire une masse d'hommes et de femmes suffisamment puissante pour pouvoir renverser l'ensemble du système sur son passage. Et le Congo a tous les atouts pour le faire. Mais pour le faire, il faut sortir de la rumba. Il faut sortir du jeu. Il faut sortir de la sapologie. Il faut sortir de la religiosité excessive. Il faut sortir du faillotisme. Les grands habits, tout ça, il faut sortir de ça. Il faut sortir de la danse excessive. Il faut sortir du mamboutisme, de l'amusement. Il faut que les Congolais, nos compatriotes au Congo, reprennent le sérieux de Lumumba et de ses camarades. Et qui comprennent que seule l'organisation décide de l'issue de la bataille. Donc, nous avons un boulot à faire. Et c'est très bien que nos compatriotes au Congo commencent par se soulever contre la MONUSCO. Mais ce n'est qu'un premier pas. Il y a un gros boulot à faire. Je veux encore une fois dire à mes compatriotes au Congo d'entendre le message du Montra et de faire un travail là-bas
J'avais pensé depuis des années que j'avais quelques compatriotes là-bas au Congo. Je pensais qu'ils pouvaient faire le travail. Ils n'ont pas pu le faire. Donc, s'il y a des gens là-bas qui m'entendent, eh bien, qu'ils fassent un travail, un premier pas, constitution d'un petit noyau de 3 à 4 personnes du Montra et de nous solliciter pour que nous puissions les aider. Bon, OK. Alors maintenant, je vais véritablement arrêter. Je remercie chacun de vous et chacune de vous pour votre présence. Encore une fois, merci de partager la vidéo. Et sachez que ce soir, j'ai parlé un peu des grands bouleversements géopolitiques qui sont en cours, c'est-à-dire la Chine et la Russie qui sont en train de s'activer pour occuper un peu plus de place dans la direction du monde face aux États-Unis, qui sont la puissance déclinante, la puissance affaiblissante, parce que la démographie des États-Unis, l'économie américaine, les guerres excessives que les États-Unis ont fait, que ce soit en Irak, en Libye, en Syrie, en Afghanistan, les États-Unis ont perdu leur image, hein, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'autorité morale, l'aura morale qu'ils avaient, en réalité qui est fabriquée de toutes pièces, hein, parce que les États-Unis sont fondés sur le crime de l'assassinat des Indiens et de la déportation des Africains. C'est une terre qui a été volée aux occupants là-bas, donc qui ont été exterminés complètement, donc les États-Unis ne pouvaient même pas prétendre normalement à une position morale dans le monde. Mais bon, comme les États-Unis ont fait un gros travail de propagande et ils ont estimé qu'ils ont une destinée manifeste qui est que Dieu les a envoyés sur terre, hein, les criminels qui ont quitté l'Europe pour aller occuper la terre en Amérique en exterminant les Indiens et en y important les Africains, ont renversé complètement les bornes de l'histoire pour se dire que Dieu les a envoyés sur terre pour faire du bien à l'humanité, donc pour dominer le monde. Donc les États-Unis, à force d'agir et de torturer, on a vu Guantanamo, des trucs comme ça, bon, les États-Unis sont déchus. Hein. Aujourd'hui, personne ne respecte les États-Unis. Ils ont encore les armes, oui. Ils ont encore la puissance du soft power et du hard power, qui est l'armée américaine, la première armée du monde, qui est capable de se projeter, de faire des guerres partout, hein, de faire des coups d'État. Donc, à force d'agir comme ça, le dollar est encore puissant, les médias américains sont puissants, les intellectuels américains, les grands, la CIA, tout ça, bon, donc ils ont encore les atouts de la puissance, mais simplement ils sont en train de décliner parce que l'économie américaine a beaucoup souffert ces 20 dernières années et la Chine a cru, hein, soutenue par sa démographie extrêmement puissante, la Chine est devenue aujourd'hui une réelle menace pour les États-Unis, alors que la Chine ne fait pas des guerres comme les États-Unis, hein. Elle n'a pas fait ça, mais les États-Unis ne supportent pas que un pays émerge et concurrence ses positions sur la scène internationale, d'où toutes ces agitations des États-Unis pour empêcher la Chine d'aller encore plus loin et de pouvoir demain lui passer complètement devant et peut-être même lui réclamer des comptes parce que les États-Unis avaient fait partie des pays qui ont dominé la Chine et l'ont soumise hier. Donc, il y a une crainte de la part des États-Unis de voir la Chine devenir la première puissance sur tous les plans dans le monde. Et aujourd'hui, les États-Unis regrettent même de n'avoir pas bombardé la Chine avant. Donc, s'ils avaient aujourd'hui, ils réalisent que parce que les Chinois étaient très intelligents, ils ont joué finement dans le temps, ils n'ont pas brusqué l'échiquier mondial, ils ont fait les choses de manière très intelligente, ce qui a fait qu'ils ont pu échapper, hein, à la colère américaine qui aurait pu s'abattre sur eux depuis bien des années déjà. Donc aujourd'hui, il est trop tard. C'est que les États-Unis ne peuvent plus bombarder la Chine comme ils pouvaient bombarder la Libye, l'Irak et tout ça pour ruraliser ces pays-là, pour éviter que ces pays-là ne progressent et avancent. Donc aujourd'hui, c'est trop tard. Donc aujourd'hui, les États-Unis sont confrontés à une Chine qui est suffisamment puissante, donc ils ne peuvent pas l'attaquer comme ça, d'où
tout ce qu'ils sont en train de faire à côté par biais, hein, les Ouïghours, d'abord on va dire le Tibet. Bon, le Tibet, ça fait pchit. Maintenant, c'est les Ouïghours. On va dire qu'on massacre les Ouïghours. Après, on va dire que Taïwan, donc on va empêcher la Chine de reconquérir son territoire taïwanais. Après, en Afrique, on va alimenter le terrorisme en détruisant la Libye pour laisser les armes arriver en Afrique occidentale et ailleurs en Afrique pour empêcher, disons, la progression de la Chine en déployant ce que les États-Unis et ses alliés appellent la lutte contre le terrorisme en Afrique. J'ai fait une interview récemment avec le journal Burkina Radar Info Burkina, au Burkina Faso. Vous pouvez trouver ça sur la page du Moltra ou de Komla Kogli. Si vous tapez mon nom, vous pouvez trouver cette interview-là où j'ai expliqué comment les États-Unis ont toujours opéré déjà en Afghanistan pour empêcher l'Union soviétique d'évoluer. Ils ont aidé, ils ont fabriqué Al-Qaïda. Donc les États-Unis ont créé Al-Qaïda, l'ont confié à Ben Laden et ses amis. Ils appelaient même Ben Laden et ses amis à l'époque, face aux soviétiques, les combattants de la liberté. Hein, ils leur ont donné de l'argent, les renseignements, les armes, tout ce que vous voulez contre la Russie. Après, ils ont fait la même chose en Égypte, en Libye, en Tunisie, partout pour soutenir. Et c'est Obama qui est le maître d'œuvre de tout ça pour faire ce qu'ils appellent le printemps arabe, où ils ont conclu des alliances avec les frères musulmans pour prendre le pouvoir. En Syrie, ils ont fait la même chose, créer du terrorisme pour que, pour être présent et soutenir ces gens-là contre les pouvoirs qui étaient leurs ennemis. Donc, en Afrique, nous assistons au phénomène du terrorisme créé par l'Occident pour empêcher la Chine d'occuper totalement la place, de sorte que les Américains et les Européens, l'OTAN, puissent se déployer sur place en Afrique pour soi-disant lutter contre le terrorisme aux côtés des États soi-disant africains. Hein? Donc, les États-Unis et ses amis vont être présents pour empêcher la progression de la Chine. C'est ça la stratégie. Donc, j'ai expliqué ça dans le journal et je vais revenir là-dessus parce que je suis en train de préparer un travail très important sur ce sujet-là pour expliquer avec des noms, les dates et tout ça, comment Obama a joué un très grand rôle dans le développement du mouvement terroriste au monde et en Afrique notamment, pour empêcher la Chine d'évoluer, de ravir la place africaine des mains des Européens et des Occidentaux dirigés par le grand frère américain. En fait, le petit frère américain qui est devenu le grand frère parce qu'ayant acquis une puissance de destruction massive. Donc, aujourd'hui, les États-Unis qui dirigent le camp occidental avec le Japon, l'Inde d'une manière qui aussi joue pour empêcher la Chine d'avancer totalement, le Japon qui a déjà colonisé la Chine, qui a fait des guerres à la Chine, est dans le camp occidental contre la Chine et la Chine se trouve soutenue par la Russie qui est son allié principal militaire. D'où la question pour les États-Unis et ses amis européens de faire en sorte que la guerre puisse durer aussi longtemps que possible en Ukraine pour affaiblir la Russie, pour que la Russie s'affaiblisse et que par ricochet, la Chine se trouve un peu plus isolée. Comme ça, on peut l'attaquer plus facilement. D'ailleurs, Anthony Blinken, qui séjourne, qui est arrivé en Afrique du Sud ce soir, cet après-midi, avait dit, dès ça, avant même d'être nommé pressenti ministre des Affaires étrangères des États-Unis, c'est-à-dire secrétaire d'État, avait dit que les États-Unis doivent faire en sorte que la puissance chinoise soit soumise aux lois des États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis doivent reprendre le pouvoir, doivent reprendre la place que Donald Trump avait, disons, quelque part cédé un tout petit peu en faisant un peu trop America Fest. Mais c'est clair que Donald Trump avait compris que le danger principal, c'était la Chine à cause de sa puissance. Donc, le gouvernement
Biden, avec Anthony Blinken, ont un objectif stratégique clair, c'est de faire en sorte que la puissance chinoise obéisse aux conditions des États-Unis. Donc, partout où les États-Unis et ses amis sont, ils doivent travailler pour que la Chine ne puisse pas totalement, ne puisse pas, disons, agir comme bon lui semble, mais de tenir compte des États-Unis ou en tout cas se soumettre aux États-Unis. Or, la Chine aujourd'hui est un pays majeur, d'où la crise. Donc, aujourd'hui, en Afrique se retrouve le terrain de jeu le plus important dans ces bouleversements géopolitiques en cours. Et je pense que la Chine va continuer à avancer parce qu'elle a assis un ordre intérieur très puissant. Elle a fait un consensus à l'intérieur de ses frontières, elle a tout nettoyé et elle est très forte à l'intérieur. Et un pays qui est très fort à l'intérieur ne peut que progresser sur la scène internationale. D'où, j'ai toujours dit, le Montra considère que c'est l'ordre intérieur qui porte la place d'un pays sur la scène internationale. C'est que si vous avez des dictateurs, des petits malins, des petits voyous, des criminels, des bandits qui répriment tout le monde dans le pays, qui volent tout ce qui leur passe sous la main, qui prennent le pays en otage, eh bien, votre position sur la scène internationale sera proche ou en dessous de zéro. C'est ce qu'on voit en Afrique, malgré toutes les richesses que nous avons, comme nous n'avons pas des gouvernants capables de pouvoir construire un État réel, des États forts, eh bien, notre peuple se trouve totalement nu dehors. D'où la nécessité pour les Africains de comprendre que si l'Afrique veut gagner quelque chose des bouleversements qui sont en cours, ce n'est pas en restant dans sa position de peuple assis en train d'acclamer la Chine et la Russie qui seraient en train de faire la bataille pour nous, pour vaincre les Occidentaux à notre place. Parce que ces deux pays-là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est jouer crânement leur place dans la direction du monde. La Russie et la Chine ne sont pas en train de mener la bataille pour les Africains. Donc, les Africains ont tort d'être dans les gradins, d'être dans les gradins, en train d'acclamer la Chine et la Russie en disant c'est super, vous êtes en train de battre les États-Unis, vous êtes en train de leur poser des difficultés, mais on condamne la Chine. Pourquoi la Chine n'a pas fait comme la Russie pour attaquer Nancy Pelosi tout de suite, Taïwan? Voilà. Parce qu'il y a une sorte de... C'est-à-dire pour nous, la guerre maintenant, c'est les Africains sont en train d'enseigner le courage aux Chinois. Je vais voir les commentaires sur les sites chinois, sur les sites internet chinois, où on voit les Africains venir dire aux Chinois, pourquoi vous n'êtes pas courageux comme Poutine. Vous parlez seulement. Voyez, Poutine, c'est l'homme d'action, c'est l'homme fort. Ah bon? Donc, on voit des Africains si courageux maintenant aller donner des leçons aux Chinois. Non, les Chinois sont plus intelligents que ça. Ils ont du temps pour eux. Ils ont tous les moyens pour eux. La Chine va devenir la première puissance de manière incontestable. Mais elle ne va pas le faire pour les Africains. Elle va le faire d'abord pour la Chine, pour les Chinois. Et la Chine ne va pas changer la politique internationale qui est faite d'intérêts. Vous voyez, chaque peuple défend ses intérêts. Et la Chine est claire. Depuis qu'elle a monté, qu'elle est devenue une puissance mondiale, la Chine dit clairement que sa politique internationale est basée sur la non-intervention dans les affaires politiques des pays étrangers. C'est tout. Ça veut dire quoi? En termes clairs, ça veut dire que les Chinois disent, nous, si nous arrivons dans un pays et que nous avons des gouvernants voyous, criminels, corrompus, ce n'est pas notre problème. C'est au peuple de faire le travail. Si le peuple africain veut garder des dirigeants bêtes, idiots, corrompus, incapables, incompétents de lire la scène internationale, criminels, maintenant, les enclos coloniaux abusivement appelés États, parce que ce n'est pas des États, ça. Ce n'est pas à eux de faire. C'est pas à eux de faire quoi que ce soit. Ceci, dans la mesure où les Chinois eux-mêmes, ils savent ce que ça veut dire construire un État puissant. Donc, c'est pas les Chinois ne vont pas apprendre aux Africains à bâtir les États, à bâtir des États en Afrique. C'est aux Africains eux-mêmes qui doivent faire le boulot. Donc, les Chinois sont très clairs. Ils sont logiques. Ils ne sont pas venus pour sauver les Africains. Non, ils ne sont pas sur la scène internationale pour sauver les Africains. Ce n'est pas leur problème. Ils le disent. C'est-à-dire que quand la Chine dit nous ne voulons pas d'intervention, aussi bien chez nous
comme nous ne voulons pas que les autres pays interviennent dans nos affaires, nous ne voulons pas non plus intervenir dans les affaires des autres. Ça veut dire, en termes moins diplomatiques, ça veut dire que les Africains n'ont qu'à se démerder avec leurs dictateurs. Ce n'est pas notre problème. Donc, si nous voulons que les bouleversements en cours nous profitent, nous devons tout faire pour changer les gouvernants en Afrique, c'est-à-dire détruire la gouvernance coloniale en Afrique pour pouvoir bâtir des États et les positionner pour que demain nous puissions tirer des bénéfices des bouleversements en cours. C'est ça le message de ce soir. Donc c'est ça notre travail. Si nous faisons ce travail-là, l'Afrique, c'est-à-dire les Africains, le peuple africain que je dissocie des gouvernants qui n'en ont rien à foutre, qui n'ont rien à foutre de la situation actuelle, qui sont en train d'attendre plus ou moins, c'est-à-dire qu'ils accueillent chacun des camps, les deux camps, le camp occidental, le cas sino-russe, ils sont en train d'accueillir tout le monde en attendant de voir qui va gagner ou comment tout ça va finir pour qu'ils s'accrochent à leur pouvoir. C'est tout ce qui les intéresse, c'est pas la vie des peuples. Donc les peuples africains doivent se séparer de ces dirigeants-là, qui ne sont pas nos dirigeants, qui sont des marionnettes placées au pouvoir. Et la Russie et la Chine ne sont pas là pour les changer pour nous. Donc, le peuple noir doit faire lui-même son travail au lieu d'être là pour acclamer et d'accuser les Chinois de n'avoir pas bombardé Taïwan ou bien de n'avoir pas envahi Taïwan comme Poutine l'aurait fait en Ukraine. Donc, si nous sommes si courageux, si nous aimons autant la guerre et que nous n'aimons pas la domination, pourquoi est-ce que nous ne faisons pas le même travail d'organisation chez nous? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous qui allons conseiller aux Chinois de ne pas se laisser dominer par les États-Unis? Pourquoi nous, aussi bien les États-Unis que la Chine, que les Russes, que les Indiens, que les Turcs, que les Brésiliens, que les Qataris, la France, la Belgique, la petite Belgique, tout le monde nous domine. Et pourtant, c'est nous qui allons donner des leçons de non-soumission, de l'insoumission aux Chinois, qui ont déjà un ordre intérieur puissant, que la Chine ne se soumet à personne. Non, mes amis, nous avons un boulot à faire. Donc, allons chercher les Africains, commençons par les organiser. Si nous faisons ce travail-là, les bouleversements en cours vont nous profiter parce que nous aurons des États capables en Afrique de pouvoir très rapidement se positionner, organiser un ordre intérieur qui pourra porter notre place sur l'échiquier international pour défendre nos intérêts. Mais si nous gardons les dictateurs africains là, puis que nous applaudissons la Chine ou la Russie, nous nous trompons. Parce que ces pays-là ne feront pas le changement de l'ordre du monde à notre place et ne vont pas construire l'Afrique pour les Africains. Donc, la jeunesse africaine est interpellée. Au lieu de jouer le rôle de spectateur en train de regarder le match, la jeunesse africaine doit aller chercher les Africains où ils sont pour commencer immédiatement, sans attendre, par les organiser. Et le MORTRA est le cadre idéal parce que nous avons réfléchi, théorisé sur l'ensemble de ces questions depuis des années pour pouvoir conduire un véritable mouvement populaire sous la forme d'un tsunami, ce que le MORTRA appelait depuis depuis plus de 15 ans maintenant, un tsunami populaire capable de balayer l'ensemble des institutions coloniales pour pouvoir, comme les Sri Lankais venaient de le faire, pour pouvoir rapidement entamer la construction d'un État ou bien des États africains capables de pouvoir défendre les intérêts des Africains dans les grands bouleversements qui sont en cours. Faute de quoi, ce qui va se passer, et comme je l'ai dit, et ce sera le dernier mot, c'est que le camp occidental qui a la force nucléaire et le camp sino-russe qui dispose aussi de la force nucléaire, eh bien, sauf à s'anéantir et à détruire le monde, et puis en ce moment-là, il n'y aura même pas de puissance, ça veut dire que nous tous nous aurons disparu, ce qui me semble une hypothèse improbable, c'est qu'à un moment donné, les États-Unis et le camp sino-russe vont se mettre d'accord pour repartager le monde, pour réorganiser l'ordre international, ce qu'on va appeler l'ordre multilatéral, qui est déjà en cours. Et puis, ces trois pays, avec leurs satellites, vont se mettre autour de la table pour repartager le monde. Et ce ne sont pas les Africains qui seront autour de la table, parce que le sort des Africains sera encore une fois à décider dans cette conférence, comme ce fut le cas
à la conférence de Berlin en 1884-1885, où on a partagé le gâteau africain. Donc, ces deux pays-là, la Russie et la Chine, sont en train de se battre pour avoir un peu plus de pouvoir sur la scène internationale. Et si ces deux pays-là se battent, ce n'est pas pour venir avec des concepts d'amitié, d'amour, de partage, de sollicitude à l'égard des peuples affaiblis comme les peuples africains, mais immensément riches sur des territoires inorganisés qui ne sont pas des États, mais des enclos coloniaux sur lesquels règnent des dictateurs impénitents, incompétents, incapables, tout à fait antipatriotes, anti-peuples, qui sont en train de maintenir l'Afrique, maintenir ses fers. Eh bien, ce n'est pas la Russie et la Chine qui vont changer quoi que ce soit en Afrique pour nous. Donc, c'est à nous de faire notre boulot, au lieu de rester là à acclamer la Russie parce que la Russie et la Chine sont en train de combattre les États-Unis pour nous. Nous avons tort. Si nous faisons cette analyse-là, ça veut dire que nous n'avons pas compris ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est que ces deux puissances, la Russie et la Chine, veulent avoir un rôle plus important dans le monde, aux côtés des États-Unis, ou en tout cas battre les États-Unis pour réorganiser le monde. Donc, à un moment donné, ces deux pôles-là vont se retrouver pour se repartager le monde, comme ce fut le cas dans les deux précédentes grandes guerres qu'on a connues et les différents accords qui seront intervenus entre les différents pays. On l'a vu lors des deux guerres soi-disant mondiales, où les pays vainqueurs ont repris en main les possessions coloniales des pays vaincus. Et puis, quand la Deuxième Guerre mondiale est arrivée, il y a eu un basculement. Et puis, voilà. Et les vainqueurs ont toujours partagé le monde. Et ce ne sont pas les vaincus qu'on appelle autour de la table, mais les vainqueurs. Donc, l'Afrique doit se positionner pour être vainqueur dans ces situations-là. Et pour le faire, les Africains doivent se débarrasser des dictateurs africains, détruire les enclos coloniaux, bâtir de véritables États très rapidement pour pouvoir se positionner, pour pouvoir avoir les dividendes, participer au monde en cours qui est en train d'être fait devant nous pour pouvoir bénéficier. Sinon, si nous croyons que nous allons rester des spectateurs et puis que quand la Chine et la Russie vont gagner, nous allons glaner quelques miettes, nous nous trompons. Nous sommes un grand peuple, mais un grand peuple déchu est sorti de l'histoire. Et si nous voulons reprendre notre place, il va falloir batailler. Et pour batailler, il va falloir s'organiser. Donc, la jeunesse africaine a balé dans notre camp. C'est à nous de voir si nous voulons redevenir un grand peuple ou pas, ou si nous avons toujours besoin d'un sauveur, d'un tuteur, d'un mentor qui va continuer à être notre maître. C'est à nous de voir. Si nous voulons toujours avoir des maîtres, eh bien, nous en aurons qui seront demain la Chine et la Russie qui vont remplacer les États-Unis et leurs alliés européens. C'est à nous de voir si nous voulons des maîtres ou si nous voulons nous affranchir. C'est à nous de voir. Si nous voulons nous affranchir, eh bien, commençons par changer de dirigeants en Afrique. Commençons par reconquérir notre espace. Commençons par détruire les enclos coloniaux. Commençons par bâtir de vrais États après la bataille de libération sous la forme d'un tsunami populaire. Et après, nous serons en position de pouvoir discuter d'égal à égal avec ces pays-là. Mais les peuples affaiblis, on ne fait pas d'alliance avec eux. On les domine, on les vassalise, on les exploite. C'est comme ça depuis la nuit des temps et la Russie et la Chine ne vont pas changer cette loi fondamentale qui est celle de la politique internationale. La vie est un combat. Le général de Gaulle, qui n'est pas mon idole pour avoir assassiné tous les panafricanistes, tous les grands patriotes africains dans l'espace francophone, disait qu'il soit donné à chaque peuple, à chaque pays, selon les œuvres de ses armes. C'est à nous de voir. Si nous bataillons, nous aurons une place. Si nous n'avons pas bataillé, nous n'aurons aucune place. Et qu'il nous soit donné selon les œuvres de nos armes. Merci. Bonne soirée à vous. À très bientôt.